Avril 1804, le gouvernement de Dessalines recommandait aux généraux divisionnaires, aux commandants de départements militaires d'édifier des fortifications sur les sommets les plus élevés de l'île. Il voulait maintenir le peuple haïtien dans un état de tension patriotique et guerrière. Et Haïti traitait pratiquement d'égal à égal avec les autres puissances. Et en effet, en moins de 20 ans, les Haïtiens vont mettre en place une nouvelle logique de défense. On va voir pourquoi. Et qui était basée sur quelque chose de très simple. Ils voulaient brûler les plaines et les villes côtières, refouler, évacuer les populations vers des lieux de repli, des lieux de résistance qui se situaient à l'intérieur du territoire. Et il voulait en même temps verrouiller les axes de pénétration qui mènent vers ces lieux de repli. D'où, en 20 ans, ils vont mettre tout un chapelet d'ouvrages fortifiés sur le sommet des montagnes les plus élevées. Ce qui est totalement à l'encontre du dispositif de la colonie française, qu'on va voir pourquoi. Donc, Henri Christophe, qui était le chef de l'armée, entreprend la construction de cet édifice-là. Bon. Maintenant, pourquoi nouvelle logique de défense? Parce que dans le système colonial, qui était basé sur l'exploitation des plaines côtières, fertiles et accessibles, la colonie produisait une denrée spéculative qui était acheminée vers des entrepôts qui se situaient tout simplement sur le littoral. Et là où il y avait un entrepôt, il construisait une ville. Maintenant, ces entrepôts étaient sujets à des attaques, à des harcèlements de puissances rivales et de flibustiers. Donc, ils vont donc fortifier ces points. Et ils vont donc mettre en place un dispositif défensif au niveau du littoral, parce que c'était l'essence même du système colonial qui était mise en danger par ces attaques venues de la mer. Parce que Colbert disait que la colonie existait par et pour la métropole. Donc, cette denrée spéculative qui était capturée, entre guillemets, par des flibustiers et des puissances rivales, était un danger pour l'existence même de la colonie. Donc, les baies de ces villes possèdent des chenaux d'accès qui étaient ponctués d'ouvrages qui pratiquaient un tir rasant sur l'eau, qui interdisait l'entrée de la baie. Je prends un exemple, la ville du Cap. Par exemple, vous avez le fort Picolet qui contrôle l'entrée du chenal d'accès et les autres fortifications, le fort Saint-Joseph que l'ISPAN est en train de réhabiliter. Aujourd'hui, le fort Magny, les différents forts où les bateaux passaient devant le chenal d'entrée parce qu'il y avait des récifs. Et donc, ils contrôlaient, donc, ils pouvaient interdire l'entrée de ces baies. Donc, le dispositif défensif colonial était basé au niveau du littoral. Évidemment, plus tard, lorsqu'il va y avoir des remous sociaux, politiques au niveau de la colonie, ils vont vouloir fortifier des routes pour contrôler la production, parce qu'en fait, pour contrôler les plantations. Mais ça, c'est pratiquement à la fin de la colonisation. Donc, le dispositif défensif, il y avait des contradictions dans le système défensif colonial. Parce qu'en fait, la métropole qui finançait privilégiait le dispositif défensif au niveau du littoral. Donc, évidemment, plus tard, les villes seront ceinturées d'ouvrages, par exemple, comme Vertières, la Butte-Charrier, des différentes petites fortifications qui entouraient les villes pour empêcher que la ville soit prise en revers. Un ennemi pouvait toujours débarquer dans un point parce qu'il savait, vu la multiplicité des voies de pénétration au niveau de la mer, qu'il était impossible de fortifier tout le littoral. Donc, un ennemi pouvait toujours débarquer plus loin et attaquer la ville en revers. Donc, du coup, il y avait le dispositif au niveau du littoral, mais qui n'était pas très complet dans la mesure qu'il fallait fortifier autour des villes. Donc, les fortifications autour des villes étaient très peu développées. Bon. Donc, le système colonial protégeait le produit,
alors que les dispositifs défensifs haïtiens protégeaient la liberté. Donc ils avaient, d'où ce que j'ai appelé tout à l'heure la nouvelle logique de défense, parce qu'il s'agissait de protéger la liberté. Donc ils allaient brûler les plaines, toute la production et les villes côtières pour contrôler, pour comment dirais-je, évacuer la population vers des lieux de résistance à l'intérieur du territoire. Maintenant, on va voir quels sont les antécédents historiques qui vont mener à cette logique de défense haïtienne. Maintenant, je ne vais peut-être pas m'étendre parce que ça va, parce que on est très en retard, mais je vais vous dire l'essentiel quand même. Il se trouve que l'île d'Haïti avait reçu des vagues d'occupation humaine avant la venue des colons français. Il y avait des populations paléolithiques, c'est-à-dire des populations, je parle de la population amérindienne, des populations paléolithiques qui provenaient, ils disent, des pré-mayas, avant la civilisation maya, qui provenaient de Belize, Yucatan. C'était des chasseurs, cueilleurs, des nomades, et qui vont déverser, la population va se déverser sur les Antilles. Pourquoi? On ne sait pas. Les raisons des migrations peuvent être de toute nature. Une guerre, une denrée qui devient rare et qui va mener des populations à laisser un territoire pour aller vers... Mais on ne va pas s'étendre là-dessus. Cette population, cette première population occupait la frange côtière. Elle va être... Et se nourrissait de ce que j'appelle des ressources halieutiques dans la mer, les mollusques, le poisson, ce qui leur donnait des protéines et qui va augmenter le nombre de la population, qui va se faire ressentir au niveau de ces ressources qui vont devenir un peu plus rares. Et ces populations, à la recherche d'autres ressources, va pénétrer à l'intérieur du territoire, va commencer à pénétrer à l'intérieur du territoire par le biais des réseaux hydrographiques, c'est-à-dire des rivières. Et là, ils vont être en contact avec les galets, c'est-à-dire des pierres. Pendant 1000 ans, 2000 ans, des pierres dures, ils vont pouvoir identifier une pierre dure, une pierre tendre, avec telle pierre qu'on peut utiliser pour casser l'autre pierre, pour façonner un outil en pierre. C'est ce que j'appelle l'industrie lithique. Cette première population paléolithique va se muer, va évoluer, si je puis dire, en population archaïque, d'où l'âge archaïque. On a très peu d'informations sur ces populations de l'âge archaïque. On pense que c'est une évolution de la période paléolithique. Et plus tard, il va y avoir d'autres migrations, c'est ce que j'appelle l'âge mésolithique. Vous avez une population qui va provenir de l'Amérique du Sud et qui part, dont le berceau est le bassin de l'Orinoque, qui va déjà faire une pause migratoire dans les plateaux de la Guyane et du Venezuela. Et cette population va commencer à remonter, connaître la mer pendant 1000 ans, 2000 ans, et remonter la chaîne des petites Antilles et s'arrêter, des grandes Antilles, et s'arrêter à Porto Rico. Et là, cette première population qui connaissait des rudiments d'agriculture, de ce fait, ils vont commencer à domestiquer le manioc. Ça va les conduire à la céramique. Donc cette première population avait eu un niveau d'organisation plus développé que la population paléolithique qui était des nomades. Donc il va y avoir des cassicas simples qui vont évoluer vers des cassicas complexes. Ça va se faire à Porto Rico. Et de Porto Rico, après cette pause, cette population va continuer à remonter et à venir en Haïti, qui occupait, si vous voulez, une place centrale dans l'arc des Antilles, donc une prête à recevoir des... Tout Haïti va devenir le phare de la civilisation taïno. Pourquoi taïno? En fait, taïno, c'est une culture. La culture, parce qu'il y avait des populations de type arawak, que c'est, mais c'est une culture. Plusieurs niveaux de culture. Parce que, bon, on va pas s'étendre là-dessus, parce que ça, on sera là pour, je ne sais pas. Je fais attention pour ne pas m'étendre autour. Alors, donc, ils vont pénétrer par contrôler Hispaniola. Et là, ils vont, pour les populations archaïques, qui vont devenir des serfs dans les cassicas. Et puis, lorsque les Espagnols vont venir,
déjà, il y avait, lorsque la population mésolithique est venue, lorsqu'ils ont commencé à assimiler les populations archaïques, une partie de cette population archaïque va se réfugier dans les montagnes. Ils vont constituer maniel. Le mot vient de l'espagnol manieles, c'est-à-dire des bastions de résistance. Une partie va être assimilée, tout comme je vous ai dit tout à l'heure, une autre partie n'était pas d'accord. Cette partie qui en rébellion est allée se réfugier dans les montagnes. Ils vont constituer des bastions de résistance qui vont être plus tard alimentés par les populations africaines, mais on va y revenir. Donc, déjà, on a une population archaïque assimilée par les Taïnos. On a une population archaïque qui s'est réfugiée dans les montagnes et va constituer des bastions de résistance. Et vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça, parce que le système défensif haïtien va justement s'inspirer de ces bastions qui est situé à l'intérieur du territoire. Mais avant de venir à ça, c'est que les Espagnols vont venir, la population amérindienne va être décimée pratiquement par la maladie, par les mauvais traitements, la maladie parce que les Espagnols vont amener avec eux des virus qui vont décimer la population. Et eux aussi vont transmettre des virus aux Espagnols. Et ils sont victimes aussi des travaux dans des mines de cuivre ou d'or. Donc cette population va être pratiquement décimée dans un laps de temps très court. Et les Espagnols font venir une première population africaine d'origine soudanaise. Les Peuls, les Toucouleurs, les Bambara, les Mandingues, les Wolofs. Et une partie de cette population va se réfugier. Elle aussi, on connaît. Il y a un exemple qui est très connu d'une rébellion qui s'est effectuée dans l'habitation de Don Diego Colón, qui est le frère de Christophe Colomb. Et ces rebelles, je n'aime pas utiliser le mot marron, qui a une connotation un peu péjorative, parce qu'au bout du compte, l'un des grands problèmes d'Haïti aujourd'hui, c'est que nous avons assimilé le vocabulaire des plantations, qui est un vocabulaire, si vous voulez, on a indigénisé des outillages mentaux de la colonisation. Au bout du compte, lorsqu'on parle de marronnage, le marronnage fait référence à un maraudeur, un voleur, alors qu'il s'agit de la résistance. Il y a une résistance contre une invasion militaire, une invasion d'un territoire. Donc, le mot marronnage donne déjà une connotation. Oui, il faut faire attention au vocabulaire, donne une connotation péjorative. Alors, bref, pour revenir, donc, ces populations africaines vont venir pour remplacer cette main-d'œuvre qui a été pratiquement décimée. Et cette première population, donc, ces Africains vont se réfugier à l'intérieur, vont commencer à alimenter les maniels qui existaient. Et il y a un lourd silence de l'histoire normative, de l'histoire officielle, sur ces centres de marronnage, de résistance. Alors, j'utilise marronnage de temps en temps, je mets des guillemets, moi, lorsque j'utilise ce mot, à l'intérieur du territoire. Et cette population va être métisse dans la mesure qu'il va y avoir la rencontre entre les populations africaines et amérindiennes. Déjà, la culture de résistance haïtienne donc, va prendre naissance dans ces bastions de résistance où il y avait quoi? Des schèmes de comportement très clairs. La culture indigène, les langues indigènes, les pratiques culturelles, alors, les vivres alimentaires et les langues, la culture. Donc, il y a moi, je chantais tout à l'heure une chanson en langue africaine, qu'on retrouve dans le vaudou. Ça a été... Ces chants-là ont été préservés dans les bastions de résistance et qui nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. Donc déjà, ils avaient établi des réseaux de routes clandestines à l'intérieur du territoire. Donc aux antipodes, il y avait des valeurs donc, qui étaient aux antipodes des valeurs coloniales. Donc culture indigène, langue indigène, résistance. Donc déjà, en germe, on peut voir que lorsque, en 1804, les Haïtiens vont mettre en place ce que j'ai appelé tout à l'heure la nouvelle logique de défense, cette nouvelle logique de défense va s'inspirer de ces années de lutte à l'intérieur du territoire, les réseaux de résistance à l'intérieur du territoire. Voilà donc les antécédents historiques qui vont justifier le système défensif haïtien. Maintenant, pour ne pas faire trop court, il y a donc les Haïtiens donc, vont édifier 21 fortifications à l'intérieur du territoire. Il y a des
d'autres antécédents historiques. Par exemple, en France, il existe un système de fortification qu'ils appellent les fortifications de crête, les crêtes de montagne, les châteaux de l'Aude, Perpétuus, Quéribus, qui ont les mêmes caractéristiques, entre guillemets, avec la citadelle, mais qui protégeaient le territoire français, ce qu'ils appellent le précaré, alors que dans le système défensif haïtien, ce système s'inspire sur le plan militaire, parce que les Haïtiens, il faut être très clair, les Haïtiens se sont inspirés des techniques de construction militaire européennes. Il faut être très clair, on va voir tout à l'heure les influences de la citadelle, le système défensif, la fortification bastonnée et la fortification verticale, on va le voir. Mais on voit très clairement, ce sont des influences. Les Haïtiens vont apprendre également les techniques de combat conventionnelles européens. C'est ça la force. Et ils vont s'inspirer des techniques de lutte traditionnelles, de la guérilla, nées dans ce que j'ai appelé tout à l'heure toute la résistance, ce qu'une amie qui est morte maintenant, qui est anthropologue, appelle les siècles obscurs de l'histoire d'Haïti. Pourquoi obscurs? Parce que occultés par l'histoire normative, l'histoire officielle. Il y a des pans entiers de notre propre mémoire en tant que peuple qui sont totalement occultés. Toute cette histoire de la résistance, il y a un silence total. L'histoire normative ne fait que reproduire, si vous voulez, les justifications des classes dominantes. Donc, il y a des pans entiers de cette mémoire. Bon, je vous dis tout ça pour vous montrer que l'histoire d'Haïti, l'histoire de la citadelle est énorme. Ça vous montre vraiment ce que ça représente, ce système défensif qui est totalement occulté par l'histoire. On va voir tout à l'heure l'histoire lorsqu'on sera sans souci, l'histoire d'Henri Christophe. Vous allez comprendre quelque chose. Lorsque le régime de Christophe va s'effondrer, il y a des éléments qui vont être totalement effacés. Pour présenter, par exemple, en général, lorsque les gens viennent ici, ça c'est un mégalomane qui a fait un truc énorme qui ne sert à rien. Ça veut dire que la citadelle n'est pas mise dans son contexte. C'est-à-dire c'est un fou. Christophe était un fou qui s'est arrangé, qui s'est construit un machin. S'il fait beau temps, lorsqu'on sera sur la terrasse, je vous montrerai le fort Rivière. Pour montrer que la citadelle n'est pas un fort unique, qu'un fou comme Christophe a construit un machin avec des murs énormes. La citadelle rentre dans une logique de défense après l'indépendance. En général, lorsque les gens viennent, c'est un mégalo. Christophe est présenté comme un mégalo, un malade mental, qui s'est construit un machin qui ne sert à rien, qui était une prison. Vous voyez comment la citadelle est présentée. Donc, vous voyez la raison pour laquelle je vous ai raconté tout ça. Ça veut dire qu'il faut restituer l'histoire pour que les gens puissent comprendre que la citadelle a une charge qui est bien plus lourde. Maintenant, le gigantisme de la citadelle peut s'expliquer d'une autre manière. Les autres fortifications ont des formats un peu plus petits que ça. Le gigantisme de la citadelle s'explique du fait que lorsque Christophe devient roi, bon, on verra ça à sans souci, pourquoi et tout le bazar, et il fallait, pourquoi ça s'appelle d'ailleurs une citadelle? Parce qu'une citadelle est un ouvrage fortifié qui défend une ville. Et derrière la citadelle, il y a le site des Ramiers, qui est un espace où on pourrait tirer sur la citadelle, donc il occupe, c'est un espace de repli par rapport à Sans Souci. C'est-à-dire, s'il y a une invasion militaire, ou si Christophe perd par rapport à la République de l'Ouest, il fallait que son système, le gouvernement, l'administration, puisse se réfugier quelque part. Donc, ce serait à Ramiers, sous la protection de la citadelle. Donc, derrière, il y a un système résidentiel, et puis avec des redoutes, c'est-à-dire des petites fortifications qui protègent le plateau, qui est pour empêcher des approches. Il y avait déjà à Ramiers ce qu'on appelle des obusiers, que je vais vous montrer plus tard. Ce sont des canons courts, donc il y a une portée, c'est-à-dire là où le canon peut atteindre, court, parce que c'est un canon à courte portée, à cause que c'est un canon court. Donc, si la gueule du canon est longue, la portée est bien plus longue. Un canon de 24 a une portée de 1,5 km. Donc, maintenant, pour l'obusier, ça peut être 500 mètres. Mais donc, pour battre les approches. Bref, donc, il y a 2 écoles de pensée militaire à la citadelle. Pour faire vite, parce que là, j'ai déjà trop... Ça m'étonne que Yvon ne m'ait pas fait un signe, vous dire moderne et transport. Bon, bref. Il y a 2 écoles de pensée militaire à la citadelle, la fortification bastionnée et la fortification verticale. La fortification bastionnée, c'est très simple. Quelqu'un aurait
un bout de papier à me refiler avec un... Je vous fais un crowbar. En fait, et juste un... Je vais vous faire un dessin, vous allez comprendre. Supposons que l'on a un ouvrage, voilà des murs qu'on voit de haut, avec des murs, avec des angles, pour que tout le monde puisse voir comme ça. Si vous avez des défenseurs qui sont là, pas vrai? Qui pour défendre l'ouvrage, pas vrai? Si un ennemi se présente au pied du mur, par exemple au pied de ce mur, le défenseur est là-haut. Si la personne qui est là ne veut pas être à portée de tir, c'est-à-dire je suis protégé derrière un mur, si je fais ça pour atteindre l'assaillant, vous êtes à portée de tir. Donc il y a forcément un angle mort. Si je reste derrière le parapet pour tirer, il y a forcément un angle mort. Si je fais une coupe, je dis, je peux prendre une autre page? Oups. Supposons, je peux prendre plus. Le tout haut. Par exemple, supposez que ça soit le mur, pas vrai? Et puis le défenseur est là. Donc, vous avez un angle mort comme ça. Donc pour éliminer l'angle mort, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une bastion. Ils vont faire ça au Moyen-Âge, qui permet de battre les pieds des murs. C'est ça une bastion. C'est ça la fortification. Et évidemment, donc une bastion circulaire, donc ça va évoluer vers d'autres formes, par exemple comme ça, ou bien comme ça. Quoi? Ben là, tout juste en face. Non, là, voilà, ça, tout juste en face. Ça, non, le mur qui est là, en face, qui permet de battre le pied des murs. Par exemple, c'est comme ça. Et ça permet de tirer là, de battre les pieds des murs. Non, ce mur qui est juste en face permet de battre les pieds des murs. Non, ça c'est un talus. Non, ce qui est au fond, au pied du mur, est ce qu'on appelle un talus. C'est un contrefort pour renforcer le mur. Mais moi, je parle de toute la bastion est cet élément vertical qui permet de battre ça, de permettre les pieds des murs. Donc, quelqu'un ne peut pas venir se cacher au pied du mur qui est là. Vous comprenez? C'est ça une bastion. Maintenant, la fortification verticale, c'est autre chose. Eh bien, c'est un type qui s'appelle le marquis de Montalembert qui préconise de réduire la surface dévolue aux défenseurs, mais oui, le Montalembert préconise de réduire la surface de la défense et pour compenser cette perte, ils mettent des canons sur étage. Ce qui était une régression, et avec des murs de maçonnerie, ce qui était une régression dans l'histoire de la fortification. Pourquoi? Au Moyen-Âge, vous aviez des châteaux forts en maçonnerie, mais il n'y avait pas encore de canons. Ils avaient quoi? Les arbalètes, ils avaient les catapultes. Il n'y avait pas encore de canons. Quand ils vont inventer les premiers canons, ça va changer. Mais déjà, les premiers canons avaient des défauts. Ils ne pouvaient pas fondre un canon d'une seule pièce, un tube. Un tube. Parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Techniquement, pour fondre, enfin, pour couler un tube d'un seul tenant. Donc, il y avait deux parties qui retenaient par des sangles métalliques. Donc, ce canon avait des défauts, déjà. Et ne pouvait en aucun cas projeter un boulet de métallique. Ce premier canon projetait des boulets de pierre qui se fracassaient à l'impact. Lorsque vous projetez un boulet de pierre qui arrive à l'impact, la pierre s'effrite, se fracasse. Mais quand ils vont maîtriser les techniques de coulage, ils vont pouvoir couler un tube. Le boulet métallique va prendre naissance et à partir du boulet métallique, tout change. On peut arriver devant une place de guerre et tirer sur le mur et créer une brèche, faire un trou. Donc, on cesse de faire de la fortification en maçonnerie
Et les murs sont protégés par des matelas de terre. Le boulet va se ficher dans la terre et il multiplie des lignes défensives pour disperser les forces de l'ennemi. Ça change l'invention du canon et le boulet métallique change totalement toute la logique. Alors je remets toute la logique de la fortification. Donc Montalembert, lui, il préconise de revenir avec les fortifications mécaniques. Donc il y a d'où la réticence des ingénieurs français à exécuter le projet de Montalembert. Mais Montalembert va trouver des applications en montagne, comme c'est le cas à la citadelle. Je ne dis pas que la citadelle est la seule fortification du type Montalembert, il y en a d'autres. Dans l'Essayon en France, dans le sud et dans l'est des États-Unis, il y a des fortifications du type Montalembert. Probablement, vous avez dû voir à la télé, ils font des jeux dans un fort qui s'appelle Fort Boyard, qui est en pleine mer, qui rappelle beaucoup la forme de la batterie Croix-David. Vous n'avez jamais vu ça dans télé, canal SAP. Il y a des jeux qu'ils font dans ce fort-là. Enfin, bref, ce n'est pas très important. Maintenant, donc, à la citadelle, pourquoi en hauteur ça trouve une application? Parce que les canons qui sont de l'époque étaient des canons dits à âme lisse. Ça me permet d'entrer déjà, de vous dire que la citadelle, il y a ici la plus grande collection de bouches à feu. Pourquoi je dis bouche à feu? Parce qu'il y avait des canons, il y a des mortiers, les machins qui sont là à grande gueule ne sont pas des canons, ce sont des mortiers qui projettent des bombes qui explosent à l'impact. Donc, il y a des obusiers. Donc, il n'y a pas que des canons, il y a des canons, c'est vrai, il y a des obusiers, il y a des mortiers. Donc, c'est pourquoi je dis, j'utilise la terminologie bouche à feu, qui englobe tout le matériel. Tout le matériel. Non, je termine parce que je termine avec l'artillerie, et puis on va commencer la visite. Toussaint Louverture, écrit à Napoléon, le premier des Noirs au premier des Blancs. Il ne s'agit pas des dirigeants que nous avons aujourd'hui, qui non seulement quémandent, lui, d'égal à égal. Moi, je vous dis, le premier des Noirs au premier des Blancs. Égal à égal. Ce n'est pas les dirigeants d'Haïti d'aujourd'hui qui demandent la charité. Ce n'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Alors, donc, vous aviez là un pont-levis. Vous regardez les poulies. Donc, je ne vous raconte pas d'histoire. Ce n'est plus un pont-levis. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Il y avait un fossé. Et au-dessus, vous aviez un comité d'accueil. C'est-à-dire avec des types avec une arme pour empêcher aux gens qui cherchent à contourner le fossé qui est un obstacle. Donc le pont est rabattu. Et vous voyez, il y a une rayure qui permet au pont de se rabattre sur le mur. Et puis, au-dessus, bon, qui est détruit, un comité d'accueil. Bonjour. Bon. Donc vous voyez, tout le système est là. Le système est là. Enfin, les éléments pour... Bon, on ne sait pas. On a recherché quel était le système pour la chaîne. On n'arrive pas à reconstituer parce qu'on a cherché tous les ponts-levis, toutes les techniques, mais on n'arrive pas à trouver quel était le système qui était là. Mais bon, ça a dû fonctionner quand même. Une batterie est un ensemble de casemates. Ce que j'appelle casemate est une chambre à canon. Une batterie est un ensemble de casemates qui tire vers une direction. C'est ça la batterie. Donc, c'est comme une batterie de cuisine. Vous avez oui, machin, une batterie de cuisine. Donc, pourquoi je vous montre ce canon? Dans l'histoire, à la citadelle, il y a plein d'histoires. Ce canon a été mutilé. En 1789, lorsqu'il y a eu la Révolution française, ils vont enlever les armes du roi. Il y avait les fleurs de lys, la couronne royale. Bon, le connard qui l'a fait a dit, ah c'est bête, je n'enlève pas ça. Ça c'est le symbole du roi soleil. Donc il a commencé à le faire, il s'est ravisé. Bon, je n'enlève pas ça. Bon, maintenant, ils ont enlevé toute la titulature du roi. Ils vont enlever, là c'était écrit Ultima Ratio Regnum, le dernier argument du roi, c'est-à-dire le canon.
Donc, il y avait ultima ratio regnum, le dernier argument du roi. Non, ça veut dire que l'arme, le roi a la puissance militaire. C'est ça le dernier argument du roi. Quoi? Donc ils vont enlever toute la titulature du roi. Le roi machin. Donc ils enlèvent ça. Donc la Révolution française, il faut bien voir, en 1789, pardon. Non, attends. On y arrive. Donc à côté, c'est la même chose, on ne va pas s'arrêter, on ne va pas perdre de temps. C'est la même chose. Bon, vous voyez, là, ils ont enlevé regnum, ils ont laissé ratio. Ils ont enlevé que ratio. C'est un déchoucage. On a appris ça des Français d'ailleurs. Un déchoucage. Donc, ils ont enlevé que les armes du roi et la couronne. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces armes du roi? Non, c'est les symboles du roi. Les fleurs de lys. Est-ce qu'on les a vendus ou pas? Non, ce que j'appelle les armes du roi, ce sont les symboles. C'est comme l'armoirie haïtienne, c'est les armes de la République. Le palmis, c'est les machins. C'est ce que j'appelle les armes. Ce n'est pas les armes. C'est une dénomination des éléments symboliques qui est de la royauté. Est-ce que c'est un métal précieux qu'on peut vendre? Non, je dis, ce que j'appelle les armes, ce sont les éléments symboliques de la royauté. C'est-à-dire, il y avait des fleurs de lys qui est le symbole de la royauté. Donc, ils ont enlevé les symboles de la royauté et la couronne. Ce sont des symboles de la royauté. C'est ce que j'appelle les armes du roi. Alors, j'ai deux questions d'abord. Oui. Concernant ceux qui sont en arrière. Maintenant, est-ce que c'est des canaux de réserve? Maintenant, non. Ils ont été mis. Non, comme je nous fais là, on n'a pas fait me perdre de l'énergie. Il y a. Alors, j'avais commencé à le dire tout à l'heure, mais bon, pour faire vite, je me suis imprégné. Il y a à la citadelle deux types de canons. Il y a des canons de campagne, c'est-à-dire de bronze. Il y a des canons de marine, de fonte de fer. Ces canons ont été probablement pris dans les fortifications côtières et dans les bateaux. On les a amenés à la citadelle parce que les Haïtiens ne voulaient pas se servir des fortifications côtières parce qu'ils savaient en 1802, lorsque Leclerc est venu, devant une expédition nombreuse, ces fortifications n'ont aucune efficacité réelle. Donc ils avaient, d'où le système défensif haïtien dans les montagnes. Donc ils ont enlevé tous les canons. Okay. Mais après, ils vont en mettre, ils vont en laisser quelques-uns quand même. Mais, donc, tous ces canons ont été montés ici. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est... Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On arrive à un affût. Vous savez comment ça... Peut-être pas dans celui-là, on va en arrière. Peut-être pas... comme ça fait depuis longtemps, depuis... Je vais... Oui, c'est des affûts. Non, en fait, c'est renouvelé. Non. On y arrive maintenant. Faisons celui-là. Je vous avais dit tout à l'heure que ça, c'est une casemate. C'est-à-dire une chambre à canon. D'abord, on a un affût, qui est un outillage qui permet de mettre le canon en position de tir. L'affût se compose de deux parties. Un châssis composé de deux longerons rails sur lequel glisse le chariot qui supporte le canon, avec un timon au centre. Ça, bon, le bout est avec. Il y avait une petite voûte, bon, maintenant comment dirais-je? Il y avait une table de pointage avec une petite voûte qui permettait le débattement du timon, qui était fixé à l'aide d'un pivot métallique ici. Il y a un pivot métallique qui fixait le matériel dans la maçonnerie. Il y avait un train de roulement avant, un train de roulement arrière. Donc le canon pouvait, l'affût pouvait faire ça. Donc pour avoir des angles de tir. Et voyez cette espèce de saignée dans la maçonnerie qui permettait, dans un angle maximal de tir, au tambour de roulement de se loger pour avoir un angle maximal de tir. Ce tambour de roulement, pour se loger là. Donc pour avoir un angle maximal de tir. Donc il y avait les joues de l'embrasure. Donc ça s'appelle une embrasure, une fenêtre d'une casemate. Et il y avait des joues, on voit qu'il y avait des volets.
voyez bien qu'il y avait des gonds, des machins, il y avait des volets, ça pouvait se fermer. Donc, il y avait une cheminée pour l'évacuation de la fumée, parce que le canon, ça fait beaucoup de fumée. Selon les spécialistes, ça ne suffit pas, vu la fumée que ça fait. Ça ne suffisait vraiment pas, ce truc. Mais derrière, le magasin à poudre et munitions. Ok. C'est un magasin. Alors, maintenant, je veux voir, en fait, Maintenant, concernant la portée de ce canon. Maintenant, comment on fait? Je vais vous dire un secret. Il y avait une butée, à une petite minute, il y avait une butée qui a disparu avant pour que le matériel ne sorte pas. Parce que lorsque vous tirez le canon, il a eu un recul. Il y avait une butée arrière, peut-être ça existe, une butée arrière pour que ce truc-là ne sorte pas du châssis. Maintenant, il mettait une tige ici pour remettre le canon en position de tir. La gueule allait se... Donc, pour mettre le canon au niveau de l'embrasure. Après le tir, il y a le recul. Donc, il nettoie avec il y avait des outils, les écouvillons, des machins pour mesurer la poudre, pour enlever les déchets qui sont à l'intérieur. Il chargeait. Et il y avait donc un tube, ce que j'appelle l'âme du canon. C'est la terminologie, il y a un petit trou ici qui s'appelle le canal d'allumage ou la lumière. Donc, il mettait une poudre d'amorce ici et on mettait le feu à cette poudre et le canon partait. Et après, il fallait nettoyer. Maintenant, comme les canons tirent en enfilade, celui-là, entre-temps, celui-là nettoie, enlève, recharge. Donc, ils refont le tir. 1, 2, 3, entre-temps, on nettoie. C'est comme ça que ça se passait. Ce n'est pas les canons d'aujourd'hui. Maintenant, une coup de portée. Maintenant, je vous dis un secret. Ces canons-là ne sont pas très efficaces en hauteur. D'où la nécessité de mettre la batterie de mortier en avant. Parce que ce canon était fait pour tirer sur un terrain plat et avec un tir étendu. Si le canon de 24 a une portée de 1500 mètres, mais en hauteur, il y a probablement une portée de 2000 mètres. Il y a une parabole en fonction de la hauteur. Mais un tir totalement imprécis. Mais ça vous faisait beaucoup de bruit et vous pouvez toujours recevoir des trucs sur la tête. Donc, ça empêchait un éventuel assaillant de venir jusque-là. Mais ce n'était pas très efficace en hauteur. Enfin, il faut le dire, ce n'était pas très efficace en hauteur parce que ces canons-là n'étaient pas très efficaces en hauteur. D'où la nécessité d'en mettre beaucoup et pour pouvoir décourager un assaillant de monter jusque-là. Parce que l'idée, le canon et de la résistance, c'est-à-dire que pendant la période du marronnage, les marrons occupaient des sommets de montagne et le marronnage était une nébuleuse qui se dérobait. Maintenant, après l'indépendance, il ne s'agissait plus de refaire la même technique, d'empêcher le combat. Là, on défend un territoire. Donc, il s'installe en dur, en construisant une fortification, et on empêchait à l'assaillant de venir nous prendre. Donc, d'où une résistance était possible d'organiser une résistance sur place. Donc, d'où la fortification où on peut maintenir une position. Mais avant, il n'y avait pas de position, on s'enfuyait. Et pour attaquer l'ennemi de manière inattendue. Vous voyez? On continue. Oui. Il n'y a pas vraiment moyen de viser. Non, c'est-à-dire que, par exemple, si jamais il y a une attaque, ils envoient des boulets. Ils balancent des boulets. Chaque canon, on connaît la portée. Non, 1500 mètres en dessous pour empêcher un assaillant de venir jusque-là, c'est tout. C'est pour protéger la position et organiser la résistance et repousser l'assaillant. Okay. Maintenant, j'ai oublié de vous dire qu'on va voir peut-être là, c'est la même chose. Non, je vais vous dire. On a vu les canons qui étaient là-bas, c'est des canons français. Ça, c'est un canon espagnol avec les armes du roi Charles III d'Espagne. C'est un canon espagnol. On avance parce que... Là, on va s'arrêter là parce que ça c'est intéressant.
Ça, c'est un canon anglais. Anglais. C'est écrit en français. Parce que tous les rois étaient cousins. Et le français, à l'époque, était la langue diplomatique. Et je vais vous raconter l'histoire. C'est anglais. Maintenant, avec ce qu'on appelle l'ordre de la jarretière. La jarretière était une espèce de... Comment je peux appeler ça? Quelque chose pour attacher et, les trucs des femmes de l'époque. Ils avaient ce qu'ils appellent une jarretière. Ils mettaient, c'est comme une espèce de bout de pantalon long en dessous de la robe. Donc il y avait si on peut dire, donc ils avaient une petite, comme un petit ceinturon comme ça pour attacher la jarretière. Oui, pour attacher la jarretière. Maintenant, un jour, une femme à la cour du roi Georges II perd sa jarretière qui tombe. Et tous les hommes, alors, le roi, ayant vu la jarretière, le roi se lève, récupère la jarretière et restitue cette jarretière au propriétaire. Tous les hommes à la cour se mettent à rire parce qu'ils avaient interprété le geste du roi comme une invitation à partager son lit. Et le roi leur dit, « Honni soit qui mal y pense. » Et pour se venger, il crée l'ordre de la jarretière. Parce que toute la cour s'est mise à rire du roi interprétant son geste comme une invitation à demander à la dame de venir partager son lit. Donc, il se venge, il crée l'ordre de la jarretière et les hommes sont obligés à la cour de porter une jarretière avec honni, soit qu'il mal y pense dessus, écrit. C'est ce qu'il appelle l'ordre de la jarretière. Le roi Georges II d'Angleterre. C'est intéressant, hein? Mais je vois que les femmes rigolent. Quoi? Non, c'est un... Comment j'appelle? Quand vous faites partie de la cour, lorsque vous vous présentez à la cour, il y a des... Si vous êtes duc ou vous avez des machins qui... et c'est pas des machins, c'est des décorations. C'est pas ça le vrai mot. Et des habits, c'est pas un habit, c'est un accessoire, un ornement qui permet d'identifier votre rang dans la cour. Donc, ils avaient donc ça au cou. Donc, le duc machin, le comte machin, donc avec les trucs au cou. Donc, la jarretière au cou, c'est l'ordre royal. Ça s'appelle l'ordre de la jarretière, avec Dieu et mon droit. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 même. Pourquoi on interdit? Parce que la foudre est tombée sur la poudrière, qui est le magasin à poudre de la citadelle, et il y a eu une explosion et beaucoup de morts en 1812. Donc il y a eu des dégâts importants. Le plancher ici n'a jamais été réparé. Donc, comme il y avait un plancher de bois, et c'est potentiellement dangereux, quelqu'un peut tomber, donc on interdit cet espace-là. Ça a été réparé, évidemment, mais il y a des endroits qui sont restés comme ça. On monte. Et déjà, là, on peut voir qu'il y avait un comité d'accueil. Batterie Croix David, la Rotonde, la batterie royale, la batterie des princesses, la batterie de la reine, la batterie du prince royal, la batterie Marie-Louise, la batterie du Gamboucan, la batterie du Pont-Levis, bastion du Pont-Levis. Les différentes parties de la citadelle. Oui, mais n'a besoin d'un texte. Oui, il y a une poudrière intérieure qui a explosé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein? Par contre, on a tête, moi. Oui. Maintenant, lorsque la poudrière a explosé, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu des changements. Vous voyez, un escalier qui mène nulle part. Parce qu'il y avait il y avait des combles, une mansarde. Et là, l'ISPAN a opté avec l'UNESCO pour un choix esthétique. Étant donné qu'on ne peut pas reconstituer cette partie-là, déjà une anomalie. Cette partie du bâtiment
se trouve en face du palais du gouverneur, qui architecturalement est une anomalie. Donc ils ont fait des changements. Ils étaient obligés de faire des changements. Donc après l'explosion de la poudre, il y a beaucoup de dégâts, ils ont fait beaucoup de changements. Donc il y a une phase qu'on ne peut pas reconstituer. Donc cette partie-là, on a opté pour un élément très esthétique. Mais ce n'est pas une partie, je dirais, ce n'est pas une reconstitution totalement historique. On a opté pour l'esthétique, c'était joli. Très joli. OK? Ici, on voulait en faire une salle de conférence. Mais ça, il y a un Quoi? Mais ça fait partie du quartier des officiers. Le quartier des officiers. Oui, ça fait partie du quartier des officiers. On sort, oui, tout le bloc. On sort par là. Oui? Il y a une petite oubliette là, n'est-ce pas? Deux oubliettes. Non. Oui, c'est des espaces qui ont rapport avec le quartier des officiers. Par contre, pas de prison bas là. C'est pas prison. Pas prison? Pas prison. Espace de Non, détention. attendez. T'es quel côté vous mettez mon prisonnier? Mais dans le quartier des officiers, par exemple, supposons que un officier supérieur fait un bagage. Il voit une citadelle dans le cachot. Mais il a mis un côté qui n'est pas même côté avec n'importe qui prisonnier. Parce que ce sont militaires. Pas nécessairement, pas aucune évidence qui montre ça. Je ne peux pas inventer un bagage qui me bague en évidence pour lui. Comprenez bien. Pas rien pour étayer que c'est des cachots. Rien ne permet d'étayer. Ça, c'est batterie royale. On n'a pas fait le tour, on n'a pas arrêté là. Ok. Ils ont... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est... Vous voyez, il y avait une cheminée. Ça faisait froid. Et... Bon, en principe, on peut ressortir ici. Vous voyez, il y avait des guérites. N'entre pas chez le gouverneur qui veut. Entre autres, où songez Sam Tabdou et c'est le ministère touriste qui fait le truc ça. Parce que ils voulaient faire touristes manger là. Ils mettaient des tables, par exemple, ils vont mettre Sam Tabdou là. C'est là le ministère touriste voulait faire touristes manger. C'est eux qui font ça. Ils sont idées comme l'autre. Ici, c'est 4, pardon, une minute, oui. Ici, c'est 80% d'humidité. Hein? Ah, bah, je vais être 80% d'humidité. Oui. La journée, où l'arrivée de soir, il y a une chute de température. Et puis, humide, très humide. Et humidité, on va des lichens qui levaient, soit qui couleur rose, c'est des lichens qui levaient sous le mur, c'est parce que c'est à cause de l'humidité, conditions humidité qui permettent croissance. C'est des lichens sous le mur. Non? Oui, ça sont batteries. Par exemple, la batterie du pont-levis. La batterie du pont-levis? Oui. Ils ont fait passerelle ça. C'est Hispan qui fait passerelle ça en maçonnerie. Pour que un visiteur pas obligé de retourner, pour nous faire un circuit. Ils vont pas venir poser une question encore? Batterie du pont-levis. Il y a une bastion du pont-levis l'autre bord. Oui. Bon, maintenant, c'est Hispan qui fait ça. Parce que c'était un plancher en bois pour des canaux de petites, pour battre les approches. Oui. C'est ça, par exemple, Mounio qui fait ça. C'est ça que vous voulez montrer. Ils ont fait ça comme un témoin pour montrer pour qu'ils arrivé jusque-là. Ils sont témoins. Comme ils ont fait la maçonnerie, ils ont fait une maçonnerie brute. Pour bien montrer. Quoi? Oui, mais tout poteau est en face ou regardez. Mais tout poteau. Avait dit 1842. Non, plancher a disparu, toiture a disparu, barrel a abandonné, tout ça a disparu. Okay. Bon, écoute, charpente ça, c'est indispensable. Mais charpente, l'autre bois, tout ça a disparu. Bon, montrons une pièce de bois qui montre que c'est la cage au pays.
qui jusqu'au n'y a là. Batterie royale. Batterie niveau 5. Si nous sommes rentré là, malheureusement, ils se prennent, ils mettent des machines là et ils vont quitter la visite. Mais ça c'est intéressant pour faire circuit ça. Moi-même, tiens, est-ce que vous faites ça? Ça est intéressant. Bon, il stocke matériel. Et la solidarité entre les directeurs. On n'a qu'à entrer dedans. Ah, quand on a jeune Claire. Mettre le monsieur là. Bon, maintenant pour la rotonde. Oui, à l'extérieur. Ça s'appelle une rotonde. Pour qui ça? À cause de la forme. Maintenant, pourquoi ça en rotonde? Ils ont fait batterie ça pour relier batterie ça. Et c'est ça qui fait que nous pensons que Citadelle là a un format qui est totalement différent. Là, ils ont décidé de faire bastion ça. Ils ont fait partie ça pour relier ça à ça. Nous-mêmes, nous pas qu'à reconstituer qui charpente qui était là. Nous avons poteau, campé, nous pas rien. Toute charpente que nous faisons là, il a dit c'est imagination. Pas aucun témoin qui permet de nous faire reconstitution ça. Donc nous faisons étanchéisation au sol avec un caniveau central pour évacuer de l'eau. Nous faisons choix ça. Mais il y a des essais de dessin qui fait, nous simplement nous estimons que. Il n'y a pas l'accusé, non, charpente comme ça. Il n'y a pas l'accusé, nous faire ça relève du violet le duc. Hein? Ça, c'est oui, bien sûr. Pour montrer que comme tu as des rails d'affût. Dans le rail là, tu as un métal qui permet un meilleur coulissage de roue à flux. Donc nous mettons. Pour montrer. Mais il y a un bateau nous qui fait. Tu as un canot là. Tu as un canot, regardez, à preuve, ouais, regardez, dans le mur qui montrait que affût. Il y aurait ça, une batterie à barbette dans la terminologie militaire de l'époque. Parce que canon pas tiré dans embrasure. On allait. Épaisseur 4 mètres. 4 mètres. C'est là. Est-ce que pas de côté gay? Non, il y a un côté qui mince. Il y a un côté qui mince légèrement. Mais le côté plus large, c'est 4 mètres. Non, il va 4 mètres. Il va 4 mètres. Il va tout ça. Bon. Oui, c'est pas 50 $. Non, pour juste, c'est pas 50 $. Mais bons oiseaux. Ça ressemble à mal fini, mais on dit pas mal C'est fini. pas mal fini, non? Non, ça eux même ils mangé bête mourir. Il avait fait un Ronaldo là. On charognard. Il avait fait un Ronaldo. Là, c'est une batterie royale. Bon, mais Fort-Rivière, même on là. Même on qui est haut, qui est en face nous. Nous avons un petit carré. Un petit carré, mais Fort-Rivière. Et Saint-Raphaël, entre Saint-Raphaël et Dodon. Et Fort-Rivière. Et on va suer, oui. On va arriver là. Ah, sous baguette des jarres solides. Ni pas monter là, non, mon cher. Hein? Non, je ne peux pas dire tel côté. C'est ma bonne portée, 1500 mètres. Il est là en bas, il va aller vite. Il est là en bas. Là en bas. Parce que moi, quand on va aller là, beaucoup plus loin. Vous regardez là, en pile érosion. En pile érosion. En pile. Oui. Quel document m'a regardé? Imaginez ça, c'était forêt, monsieur. Forêt. Mais il se pas de possibilité. Ouais, comment Haïti a? Comment dit ça, non? Oui, quel document? Ils vont. Monsieur Tapson, Oui, quel document m'a regardé qui dit Citadelle là sur 4 communes, bien qui dit sur 3, bien qui dit. Le nous arrivé, pas Citadelle là, non? Parc là. Parc là, ouais. Et Ramier sous Dondon. Il sous Dondon. Mais quand à Citadelle là. Est-ce que vous avez dit Citadelle là particulièrement? Pas Citadelle là, Parc là. Citadelle là sous Milo. Oh. C'est Ramier qui sous Dondon. C'est plein du Nord. Hein? Pas plein du Nord. Plein du Nord, la porte Saint-Jacques, c'est plein du Nord. Dans la limite là. Parce que Parc là, utilisait ligne de crête montagne. Ok. Vous comprenez?
Bon, faut retirer ton côté. Oui. C'est pas canon, côté canon. Parce que tu as gagné des affûts. Regardez, mais que nous pas qu'à reconstituer, c'est des affûts qui t'écrasent. Parce que gueule canon vide là, c'est pas non Brésil, c'est affûts. Hein? Oui, gagne tout là. Tu as un tiré qui est là. Et c'est Charpente ça qui subit un pile dommages de vent. La pluie, là, il y a vent. Ou gain des envies. Ah, mon cher, touristes. Nous te fait ça, nous mettons dans des. Touristes toujours essayer de voler. Hein? Un seul monde qui. Bon, même à Clévy, un seul monde qui a levé. Bah, ça fait des fonds là. La boule est wash. Mais, t'as des canons, t'as qu'à tirer ça, yon boîte à mitraille. Son en boîte qui a poudre. Il a bon, non, mais il a un bon petit grain, des petits boulets comme ça. Le tirer, puis le gagne, déchiquer des mounes.